Donc, en fait, il y a vraiment un blocus de toute la région du Nord par les groupes armés et qui empêche le ravitaillement d'un peu plus d'1,3 million de personnes, dont la moitié sont déjà en insécurité alimentaire. On considère qu'il y a environ 1,7 million de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire et qui vivent dans des zones où moins de la moitié des services essentiels sont accessibles. Alors, sur la situation alimentaire, hein, là aussi, elle est assez alarmante, puisque suite à la guerre en Ukraine, tout ça, on constate une augmentation de 20% du panier des dépenses en raison de l'impact de la crise sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement. Et on estime qu'il y aura 20 000 personnes qui seront en face de catastrophes maximales sur l'année 2023, entre juin et août, avant les premières récoltes. Hervé, tu pourras peut-être faire un petit point sur les derniers échos que tu as, toi, de la situation alimentaire. Sur les derniers points, en fait, là, actuellement, hein, au niveau de la sécurité, bon, il y a encore eu, suite aux événements de la fin de l'année, la demande de la démission de l'ambassadeur de France. Donc, voilà, après, aujourd'hui… Accepté, je crois. Oui, le ministère des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière qu'il procéderait au remplacement de l'ambassadeur. De l'ambassadeur. Et ils annoncent l'évacuation des forces spéciales qui sont à Cambouin-Saint pour février. D'accord. C'est les 2 dernières annonces sur ce… Oui, malheureusement, il avait devait venir là. Oui, mais c'est vraiment les 2 dernières annonces qui ont été faites par le gouvernement français, quoi, sur la situation sécuritaire. Je crois que c'est une volonté aussi de ne pas couper tout à fait les ponts avec les autorités burkinabées, de pas rentrer dans une crise malienne, c'est-à-dire de donner des gages un peu aux autorités locales, quoi. C'est pas inintelligent, je pense. Les échanges qu'il y a, c'est qu'ils sont en train d'essayer de dire à l'IB, donc à de ne pas jeter la France, parce que, effectivement, la crainte de Wagner, c'est Wagner-là, de ne pas tout laisser aux Russes. Mais bon, aujourd'hui, après, le président, il est jeune, ce jeune-là, il a. Donc après, c'est de voir ce qu'il va faire. Est-ce que pour les personnes qui sont en ligne, vous avez des retours de vos partenaires localement? Pas du tout. Oui. Moi, je peux amener un petit complément en ce qui concerne l'enseignement. On en est actuellement à plus de 6 000 établissements scolaires qui sont fermés. Je ne sais pas, vous m'entendez, non? Le plus grand enjeu aujourd'hui, c'est le problème sécuritaire, puisque en fin de compte, les terroristes gagnent du terrain et recrutent de plus en plus de Burkinabés. Et nous, par exemple, nous sommes dans la zone centre-est. Jusque-là, il y avait pratiquement, on était un petit peu tranquille. Et depuis le mois de septembre, on a des attaques terroristes qui attaquent les gens d'avant. On a attaqué sur le côté est, donc à Fada, normalement ils descendent là comme ça. Et là ils sont en train de descendre et il y a eu récemment il y a eu des menaces terroristes sur Garango. Donc ça veut dire qu'on a passé Tenkodogo et que ça avance quand même sur l'ouest. De l'est, ça avance vers le sud. Voilà, c'est ça le problème. C'est pareil, ça gagne aussi de l'est, ça gagne vers l'ouest. Voilà, il faut de l'est. Oui, quand vous êtes à l'ouest, ça gagne vers l'est. Et nous, on est à l'est, donc ça gagne vers l'ouest. Mais le plus grand problème, c'est que la route, ils sont aussi sur Coupéla, et donc la route qui fait Coupéla, qui va se renommer, donc il y a un grand trafic commercial. Eh ben, la crainte, elle est là, puisqu'en fin de compte, cette route, là, elle était complètement aérienne. Et maintenant, on commence à.
ils ont dit récemment qu'ils ont vu ce coupé-là. Donc la crainte, c'est de bloquer cette route, qui est la route qui fait tout le commerce entre Lomé et Ouagadougou. Et je sais pas, toi, tu peux. Il y a moi, j'ai aussi lu pas mal de choses sur les incursions sur le Nord Bénin. Je sais que le gouvernement béninois est en train de passer un accord avec l'armée du Rwanda. Parce que l'armée du Rwanda, elle fait des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays africains pour intervenir. Et il y aurait apparemment un corps expéditionnaire rwandais qui va venir sur le Nord Bénin. En plus, c'est des forces d'intervention qui sont, d'après ce que j'ai lu, sont beaucoup plus efficaces que les forces d'intervention multinationales de l'OUA, parce que ça met des plombes à se monter et ça ne marche pas du tout. Et qu'eux ont la réputation d'être assez propres dans leur intervention. En tout cas, il y a eu des interventions au Mozambique, en particulier, qui ont été dans la région du Cabo, la région où il y a des Chebabs qui étaient très actifs, qui ont été assez en succès. Mais tout le monde se demande, de toute façon, l'armée rwandaise, elle n'est pas non plus extensible ad vitam aeternam. Et ils sont intervenus au Centrafrique aussi. Oui, et ils ont réparé pas mal de dégâts de faits par Wagner en Centrafrique. Bon, mais de toute façon, ce n'est pas la solution. L'aide rwandaise, de toute façon, elle n'est pas extensible. Elle n'est pas... Mais c'est vrai que, vu la réputation et l'efficacité qu'ils ont, ça donne envie qu'ils viennent au Burkina. Mais nous, les retours qu'on a eus récemment, c'est des retours sur l'accélération, effectivement, des déplacés internes. Hein. Je pense que les chiffres à 1,7 aujourd'hui sont plus proches de 1,8, 1,9, 2 millions. Quoi. Je veux dire, ça bouge beaucoup. Moi, justement, par Béonéré, nos correspondants avec lesquels on fait un projet actuellement, Razak m'a dit qu'ils avaient recueilli pas mal de formateurs endogènes qui étaient dans les régions du Nord et qui sont revenus sur Ouaga, quoi, qui sont partis, quoi, qui n'étaient plus capables d'être des formateurs en agriculture dans les régions du Nord, soit parce qu'il n'y a plus personne, soit parce qu'eux-mêmes, ils craignent pour leur vie ou leur sécurité, je veux dire, quelque part. Mais ce qui est terrible, c'est que justement, c'est eux qui font plus. Donc, en même temps que les gens sont déplacés, en même temps, ça réduit énormément les zones de production. Et puis, on a un correspondant dont la femme travaille dans les environs de Tougan. En fait, c'est une catastrophe parce que elle a, depuis à peu près 6 mois, elle est la seule fonctionnaire publique, c'est une aide accoucheuse. Hein. Elle est la seule fonctionnaire publique qui est encore en poste. Les écoles ont fermé, tout a fermé. Il n'y a plus de poste militaire, il n'y a rien. Et en fait, il y a des fois, elle se protège. Quoi. La dernière fois, quand même, il y a des terroristes qui sont venus camper dans le CSPS. Donc c'est un petit peu compliqué. Si elle quitte son poste, c'est considéré comme... Et on lui a dit que si elle quittait son poste, on considérait ça comme un abandon de poste et qu'elle ne sera plus payée. Enfin, il y a des situations qui sont complexes un peu, hein, je veux dire, que vivent les gens. Quoi. Je veux dire, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un pays qui est en train de rétrécir sur une portion relativement réduite du territoire. Bon, la carte qui a mis tout en rouge, elle est peut-être un peu excessive, mais je comprends quand même que de la part des autorités françaises, on mette ce haut-là et se focus sur le problème de sécurité. Quoi. Il n'y a pas de solution. Et puis le gouvernement, de toute façon, il essaie de recruter des jeunes, mais en même temps, les terroristes recrutent aussi parmi les Burkinabés. Et moi, j'ai été passer tout le mois d'août au Burkina, et les gens me disaient, mais de toute façon, on n'a plus confiance en personne, puisque de toute façon, même mon voisin peut du jour au lendemain devenir un terroriste et prendre les armes et puis me tuer. Donc le problème, il est là. Quoi. Par rapport à ce qui s'était avant, effectivement, alors qu'avant, ils avaient confiance en tout le monde, ça a été... Voilà. Moi, j'avais resté au village parce qu'il m'avait dit, on pouvait rester. Et puis mon mari, il va prendre des batailles du week-end, et puis le lundi matin, il m'a dit, non, je te laisse pas. Je te laisse pas, on reviendra le week-end prochain, je te laisse pas toute seule au village pendant quelques semaines. Donc, il y a plein de travail ici. Il y a quand même des intérêts courts. Il y a une maison qui s'appelle Cosina. Les familles nous ont appelés au secours. Donc, moi, je suis assez désarmé. Et donc, il y a assez désarmé. S'ils nous appellent au secours, ils nous ont demandé si on pouvait les aider pour mettre les enfants à l'abri. Alors, nous, on a répondu oui. Notre correspondant local nous demandait est-ce que vous pouvez financer ça. Et nous, on avait dit en caisse. On avait dit en caisse pour les aider dans l'immédiat, dans l'extrême urgence, parce que là,
il y avait un enjeu, c'était la vie des enfants. Quoi. Que les familles disent, les terroristes sont là, les djihadistes sont là, ils enlèvent des personnes, en revoiture, ils en tuent d'autres. Donc, moi, ils ont tué. On a peur pour nos filles, on a peur pour nos garçons, on ne veut pas qu'ils soient enrôlés. Il faut les mettre à l'abri, il faut les mettre à l'abri. C'est une question de vie. Donc, ils nous appellent au secours en disant essayez, aidez-nous à sauver nos enfants. Alors, donc, nous, on a fait un refuge, mais c'est une urgence. Malheureusement, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, apparemment, les terroristes djihadistes s'installent. Et ben, ça va être dans le temps, dans la durée. Ce qui veut dire que cet appel au secours, qui était pour l'instant très ponctuel, ça va devenir quelque chose où il va falloir répondre à leur appel au secours plus longtemps. Et c'est là que moi je suis plus désarmé que ça. Parce que si on n'a pas les moyens d'apporter un secours, on devra arrêter et on devra dire si on arrête, il y a des enfants qui vont risquer. Pourquoi risquer les enfants? Et moi je me demande comment on peut répondre à leur demande. Il y a aussi quand même, il faut aussi que l'État burkinabé commence à se prendre en charge. Et le discours du président a été fait. Il a dit aux gens, prenez-vous en charge parce que tout ça, c'est quand même vous faites la fête à Ouaga pendant que les autres, ils sont en train d'être tués. Hein, il leur a quand même dit ça. Et vous, ça ne vous gêne pas. Et j'allais dire, c'est bien beau de faire de l'humanitaire, mais à un moment donné, on ne pourra pas régler le problème. Hein. C'est pas à nous de régler le problème, d'ailleurs. C'est à eux de se prendre en charge eux-mêmes. Et ça ne sert à rien de faire des refuges. Il faut que les populations du Ouagadougou, les gens, parce que tous les gens de Ouaga, ils sont tous des ressortissants d'un village de quelque part. Il faut que ça en charge. Bien sûr, les solutions, ce n'est pas d'ici qu'on va régler des solutions qui relèvent du propre des populations et du propre des Burkinabés. On ne va pas faire de l'ingérence. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des solutions à long terme qui sont sorties. Mais dans l'urgence, quand les gens nous disent la vie des enfants, il faut bien qu'on réponde là, dans l'urgence. Moi, je ne vois pas trop considérer une autre réponse que de dire, débrouillez-vous, vous avez qu'à régler vos problèmes entre vous. Moi, ça ne me semble pas possible. Ça. Jean-Yves, tu voulais intervenir? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Je t'entends bien. Vous m'entendez bien? D'accord. Oui, donc moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a, mais peut-être que j'ai déjà dit, je ne sais pas si ça a été entendu, il y a plus de 6 000 établissements scolaires qui sont fermés actuellement au Burkina. Ça, c'est une première chose. En ce qui concerne la boucle du Moon, hein, on a eu effectivement une aggravation de la situation très, très forte ces temps derniers, avec notamment l'assassinat d'un prêtre, et puis surtout, la situation se dégrade parce que on a aussi les nouvelles forces qui ont été recrutées. Alors j'ai oublié leur nom là, mais vous les connaissez tous, qui interviennent et a priori pas forcément de manière objective. Il y a eu notamment à Nouna, à côté donc de Dédougou, dans la région de Bertougan aussi. Il y a eu un massacre de 28 personnes là. Alors évidemment c'est la communauté Peul qui a été visée. Et donc, je veux dire, au-delà du problème des djihadistes, on risque d'avoir une dérive vers une guerre civile si la situation se poursuit. Alors ça, c'est une première chose. Après, bon, moi j'ai des échos sur place. Il semblerait que l'armée burkinabé commence à s'organiser et qu'il y ait un petit peu de mieux. Mais bon, c'est vraiment sous réserve. Voilà les précisions que je voulais apporter. Après, je pense qu'il ne faut pas noircir le tableau à l'excès. Je veux dire, quelque part, la question sécuritaire, elle est réelle. Et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure la présidente d'ADL. C'est au Burkinabé de régler ce problème sécuritaire. Ce n'est pas à nous. Nous, on a des missions en tant qu'aide au développement qui peuvent se poursuivre dans certaines régions et qui doivent se poursuivre.
quelque part, cette guerre, c'est une guerre un peu asymétrique aussi, pas si permanente qu'on le croit. C'est-à-dire que c'est pour des populations qui sont sous le feu dans les régions nord ou dans les régions de la boucle du Moum. Aujourd'hui, c'est difficile, c'est vrai, mais c'est pas obligatoirement si permanent que ça. Il y a des gens qui vivent encore au Burkina, qui font de l'agriculture au Burkina, qui font des choses, et c'est ça qu'il faut porter. Et la solution militaire, c'est une composante de la sortie de la crise. Après, l'autre composante, c'est forcément une question, je dirais, qui se pose au niveau social, économique, etc. Et tout. Et ça, quelque part, c'est notre cœur d'intervention. Nous, notre cœur d'intervention, c'est pas le militaire. On n'est pas là pour ça. Je veux dire. Et il faut laisser les autorités burkinabées faire leur choix. Le fait que les autorités burkinabées aujourd'hui essayent de trouver d'autres partenariats que le partenariat historique avec la France, moi, ça ne me choque pas en tant que tel. Why not? Si ça fonctionne, si quelque part ça donne des résultats, c'est leur choix et ils l'assumeront. Nous, en tant qu'ONG, on n'est pas lié à un gouvernement ou à un autre. Et moi, je ne sens pas, on y va régulièrement au Burkina, hein, on a encore 3 d'entre nous qui vont y aller là, à Ouaga en janvier. Là. Je veux dire, on ne sent pas de sentiment anti-France. Il ne faut pas se laisser piéger par les réseaux sociaux, où dans les réseaux sociaux, il n'y a que les grandes gueules qui s'expriment. Et c'est ces grandes gueules-là qui s'expriment et qui s'expriment surtout très violemment. Oui, puis ils disent globalement, il y a eu une manifestation, quelques centaines. Mais quand on voit, il suffit d'aller, quand il y a l'ouverture, par exemple, du truc de la CIO, ou je ne sais pas quoi, la statue du CIO. Là, c'est plus que quelques centaines de gens qui font la queue pour pouvoir rentrer dans le truc. Je veux dire, quelques centaines au Burkina, ce n'est pas beaucoup. Quand il y a à Ouaga, quelques centaines qui vont faire une manif, ça correspond à très peu, en fait. C'est pas, alors que les médias, ça montre les quelques centaines qui sont artistes. Ça, c'est très triché par rapport à l'information. C'est pour ça qu'il faut qu'on discute de pourquoi aussi on est. Les réseaux sociaux donnent une image totalement fausse, enfin, pas fausse, mais c'est pas la réalité. Oui. Déformée. Moi, quand on me dit tu es au Burkina, tu as pas peur, et puis en plus ils sont agressifs, je dis ce n'est pas vrai. Mon fils vient de rentrer au Burkina, il a été 4 ans là-bas. Il m'a dit maman, ils ont le sentiment, il n'est pas anti-français. Le sentiment là-bas, c'est les riches contre les pauvres. Aujourd'hui, quand on roule dans une grosse voiture au Burkina, soit noir ou blanc, c'est le fait qu'ils estiment qu'il y a des gens qui ont volé les autres. Et l'État, c'est plutôt une situation dans ce sens-là. Mon fils, il est métis, donc du coup, on l'associe au blanc, le blanc, on l'associe à l'argent. Et automatiquement, c'est là l'agressivité. Mais elle n'est pas anti-française. Moi, ils m'ont clairement dit, on n'a rien contre les Français, on déteste Macron, on déteste la politique du gouvernement français, mais on sait très bien qu'on n'a rien contre les Français et on n'a rien contre les associations. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut faire attention aussi, et que derrière, on arrive à tout mélanger. Quand il y a eu l'attaque de l'ambassade, les gens me disent ils ont brûlé l'ambassade, il y avait tout Ouaga dans l'évolution, il y avait tout de suite 10 personnes. Hein. Il faut quand même le savoir qu'il y avait pratiquement personne devant l'ambassade. Hein. Et tout ça, ça a été mal traduit. Et mon mari, qui est là tout le temps, puisque maintenant il habite au Burkina, me dit mais vous êtes toujours en train de dramatiser, mais au quotidien, quand tu vis à Ouaga, c'est pas du tout ce que la réalité. Oui, mais moi je crois qu'il ne faut pas confondre la situation à Ouaga avec le reste du pays. Parce que j'ai aussi des retours qui me disent qu'à Ouaga, les gens sont. Ils parlent je veux dire, peut-être pas parler des dirigeants, mais en tous les cas des gens qui sont haut placés, ils sont soit indifférents, hein, soit inconscients de ce qui se passe dans le reste du pays. À Ouaga, c'est tranquille, effectivement. Mais ce n'est pas le cas dans tous les autres parties du pays, vous le savez bien. Donc, prudence sur les bruits qui courent et qui viennent de Ouaga. Ouais, alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour l'histoire de Ouaga parce que, par exemple, nous, on a une personne, la femme d'un de nos correspondants, elle est maîtresse d'école, elle a tout de même 130 élèves tout d'un coup en CP1 parce qu'elle a des élèves de gens déplacés et tout. Donc, en fait, ils en ont bien une. Avant, elle n'avait pas du tout ça, elle avait 80 élèves, maintenant, elle en a 130. Ils sont touchés aussi. Il ne faut pas croire qu'ils sont inconscients. Ils ont tous des gens de leur famille, c'est comme ceux de Koudougou, ils étaient bien calmes avant. Mais ils ont de la famille qui sont là, ils ont de la famille qui sont là, ils ont leurs femmes qui travaillent ici, ils sont tous conscients tout de même, beaucoup plus que
même s'ils continuent de vivre, parce qu'ils sont habitués, comme ils disent, hein, ici on rit pour ne pas pleurer, hein. Ça c'est leur parole. Hein. Et ils sont conscients, il y en a beaucoup qui sont conscients des difficultés. Hein. C'est pas aussi net que ça. Quoi. Oui, moi je parlais des élites dirigeantes, hein. Je veux dire des gens qui continuent à vivre sans se soucier de ce qui se passe dans le pays. Ceux-là, on ne va pas les changer tout de suite. Oui. Donc, Claudine Bertrand du greffe, je suis responsable pour le greffe sur la zone, ce qu'on appelle Sahel, pour le greffe Mali, Burkina, Niger. Et bon, ce qui m'intéresse, je suis là très en retard, mais je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à ici. Le fait, ce qui m'intéresse beaucoup, effectivement, c'est la condition de sécurité, puisque le greffe intervient aussi, en tout cas, à des Doubous, mais pas seulement là, il intervient aussi à des Bastoré, il y a pas de Doubous. Et jusqu'à présent, on n'a jamais pu aller à des Doubous, on a toujours travaillé soit à distance, soit en allant à Ouaga pour faire venir les écoles, avec la direction régionale du primaire de la Bouche de Boune, soit en faisant venir les Burkinabés en France pour arriver à les rencontrer. Bon, mais là, ce qui se questionne, effectivement, c'est jusqu'à quand ça va pouvoir même se faire la Ouaga, sachant que, bon, je sais aussi ce qui se passe au Mali, hein, et le Mali, c'est clair que au niveau des plus hautes instances de l'État, il s'est dit qu'on allait, les organisations de solidarité internationale n'allaient plus. Et du coup, et il le vérifie. Là, je reviens, j'étais en mission à Niger il n'y a pas longtemps, et à l'ambassade de France, ils ont tout de suite questionné qu'est-ce qu'on faisait encore, est-ce qu'on faisait des actions encore au Mali. Donc, ils sont très vigilants et ils demandent qu'à toutes les associations, toutes les structures qui travaillent au Mali se retirent. Surtout que pratiquement toutes les associations sont sur des fonds qu'on a publics. Donc, en parlant du Burkina, malheureusement, ils n'étaient pas optimistes. Ils disaient, ça part dans un scénario identique au Mali et tout fait voir que ça va effectivement dans toutes les nouvelles qu'on a aujourd'hui, dans l'article dans le monde, va dans ce sens-là. Donc, du coup, c'est vrai que peut-être plus que nous à décider sur le lien, c'est effectivement au niveau du ministère de l'Affaires étrangères, ils vont prendre des décisions pour dire on aide, on n'aide plus ces pays. Le Niger où je vais, c'est pas la même situation puisque il y a aussi des coalitions françaises qui arrivent, mais là le gouvernement est dans les mêmes situations. Je veux dire que à un moment la question c'est de savoir est-ce qu'une association pourra décider tout seul d'aller ou pas dans son pays. Moi, je vois un peu ça. Parce que j'ai entendu. Donc, nos enfants dans un refuge qui s'effectue d'urgence avec les mettre à l'abri, c'est impossible de demander une subvention à la région. Pour le moment, ce n'est pas décidé sur le climat, peut-être que ça va évoluer différemment. Au Mali, c'est ce qui se passe. Donc le Mali, c'est quand même dans une situation bien plus grave que le Burkina avec la France. Mais ils ont officiellement toutes les grosses organisations. Il y a eu en coalition éducation, si vous allez regarder ce qu'ils écrivent, il y a effectivement les associations ont fait un espèce de plaidoyer pour dire peut-être qu'on y reste quand même. Quoi. Mais les Français, elle a un truc alors, du coup, une info, on organise à la fin du mois, là, on va bientôt mettre l'information sur notre site internet, un webinaire spécial sur la situation au Mali avec un invité du MAE, du ministère des Affaires étrangères, qui va nous faire un point précis sur la situation et les conditions d'intervention des associations. Donc, sur ce point particulier, on pourra boucler les demandes de le retrait. Quoi. Alors après, le Mali, ça fait plus longtemps qu'il y a des problèmes que le Burkina, donc on peut espérer que ça mettra le même temps, éventuellement, si ça doit aller dans le pire. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher actuellement de continuer. Il y a ça qui peut un peu freiner la dégradation. Et ça peut dégrader vite parce que c'est la présence de la France qui va être retirée du Burkina comme elle a été du Mali, c'est ce qui va décider. Enfin, c'est je pense. Plus donner
Alors, pour l'instant, c'est la présence militaire de la France qui va. Et ça, c'est pas un mal que la présence militaire de la France soit évacuée du Burkina. Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais parce que ça véhicule quelque part ces forces spéciales, ça véhicule quand même un vieux relent de présence néocoloniale, quand même, ne nous le cachons pas quand même. Je veux dire, quelque part, je pense que les Burkinabés, ils ont à gérer leurs problèmes de sécurité et ils ont à gérer eux-mêmes en passant des accords avec les pays qu'ils veulent. Je veux dire, quelque part, bon, si nous, on est un peu en froid avec eux aujourd'hui, bah, tant pis, il y aura peut-être d'autres coopérations qui naîtront. C'est pas notre affaire. Je pense que quelque part, la nécessité toujours d'essayer de maintenir un lien, elle est là, quoi, dans la réalité économique et sociale du pays, elle est là, quoi. Je veux dire. Et avec le Mali, il y a un truc que personne n'a coupé encore, parce qu'on dit aux grosses associations ne soyez pas là, mais le truc qu'on ne coupe pas, c'est le transfert de fonds. Il n'est pas coupé. Il n'est pas coupé parce que ça serait explosif, ça. Parce que c'est 30% du revenu intérieur du Mali, c'est l'argent retour des immigrés maliens en France. Si vous coupez l'arrivée de fonds vers le Mali, ce n'est pas seulement les ONG qui seraient pénalisées, c'est une cocotte minute, quoi. Je veux dire, quelque part. Hein, c'est les subventions, les aides qui sont coupées. oui, mais on peut, au niveau associatif, on n'est pas toujours au niveau associatif, on manque que de l'argent public. On brasse aussi de l'argent privé avec des donateurs privés, et ça ne vous empêche pas de continuer à avoir des actions de terrain sans obligatoirement demander des subventions publiques. C'est mieux d'avoir des subventions publiques, je suis d'accord avec vous, mais voilà quoi. Je voulais savoir comment ça se passe du côté de l'OIPA. Nous, c'est compliqué puisqu'on a un afflux de population en masse sur l'IA, avec du coup la gestion des infrastructures et notamment l'accès à l'eau potable qui est très 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 compliqué. Et au-delà de ça, en fait, on a plusieurs retours négatifs de gens qui vont travailler dans des villages limitrophes à Olivia qui se font enlever en fait, au cas par cas et qui sont libérés après 5-6 jours après, voilà. Et ça laisse le message d'un développement économique nul, en tout cas, hein, parce que, qui dit aller chercher une gagne de ça, c'est derrière dans le développement forcément à la construction des bâtiments. Donc voilà, c'est compliqué sur l'accueil de la population, l'Olivia est encore préservée. Il n'y a pas d'attaque directe sur l'Olivia, il y a des enlèvements, ça c'est clair, parfois relâchés, parfois tués. Les grandes entreprises, notamment laitières, ont fermé, là, les dernières sur Waikia, par manque de bétail et d'approvisionnement. Voilà. Parce que les pôles qui étaient à la tête des plus gros bétails ont été tués aussi dernièrement. Là, donc, du coup, il n'y a plus possibilité d'être approvisionné. Donc, c'est une ville qui est en train de se faire un truc Ferlet là-bas. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, là, quand on aura le MAE qui est à Montréal, on ne peut pas lui demander de parler aussi du Burkina, de nous informer où il va se focaliser sur le. Je vais voir. Ça vaudrait la peine parce qu'on ne va pas faire venir deux fois. Non, mais en fait, on a évoqué cette situation. Au départ, on avait dit la situation du Sahel au sens large, et en fait, pour des raisons un peu d'organisation logistique, il n'y avait qui étaient intéressés que par le Mali, c'est des situations très différentes. On voulait aussi prendre le temps, en fait, d'avoir le temps de bien explorer le Mali. Donc, il a été fait le choix de dire uniquement le Mali. Après, il faut voir si on peut lui rajouter un petit addenda à la fin, de 10-15 minutes sur le Burkina. Je vais demander c'est ouais. C'est vrai que je n'arrive pas à les avoir facilement. On va peut-être on va enchaîner parce que sinon, on ne va pas réussir à téléphone les familles. On est obligé de partir à 20h pile, en fait, par rapport à l'agent de sécurité qui reste pour nous. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Hervé Laflotte pour la présentation du projet filière lait. Donc, bonjour, bonsoir. Donc, je me présenterai rapidement. Je suis Hervé Laflotte, le président de l'association Kilimanjaro, membre de GESCOD. Et pour ma part, je suis également, je cherche le terme parce que ça fait pas longtemps. Voilà, c'est ça. Membre du conseil d'administration de GESCOD. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc là, je vais vous présenter un projet qui est porté par 3 associations membres de GESCOD, accompagnées par GESCOD. Et puis, ça montrera aussi un petit peu le processus qu'il y a derrière et les finalités du projet. Donc, ça concerne en fait la formation lait. Dans la naissance du projet, voilà, l'historique, il y a une association
ancien GESCOD qui s'appelle ADD, donc qui intervient dans la filière lait, notamment dans la transformation du lait, qui a sollicité GESCOD il y a maintenant bien 2 ans, hein, facilement, peut-être plus. Voilà, en faisant remonter de ses partenaires de terrain qui avaient des besoins en formation, notamment dans la région de Nouna, donc au Burkina, des besoins en formation dans notamment la transformation du lait. Donc, sachant que il y avait d'autres associations qui intervenaient au Burkina Faso et qu'il y avait eu aussi des discussions par rapport à la filière et à d'autres secteurs avec GESCOD, Éric Monet s'est rapproché donc de l'ENSAIA, l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries agroalimentaires, je crois que ça doit être ça. Ouais. Et puis donc Kilimanjaro, l'association à laquelle je fais partie. Le but était en fait de créer une synergie autour de ce projet et de réfléchir ensemble comment on pouvait avancer. Moi, j'ai personnellement profité d'un séjour à Ouaga donc pour rencontrer les acteurs de la filière lait, les principaux acteurs. Donc, on va voir très rapidement après lesquels c'était, ce qu'il en est sorti, afin donc de recueillir un peu leurs sentiments par rapport au projet initial qui était, le projet initial, si je ne me trompe pas, était bien de faire venir en fait des acteurs burkinabés de la transformation du lait pour les former en France. En gros, c'est un peu plus. Voilà. Des gens qui avaient déjà une formation en agronomie qui venaient en France pour avoir une utilisation. Au Burkina, pour l'instant, il y a très peu de formation sur la transformation du lait pour en faire du fromage. Donc, ce sont des gens qui sont en études. Là, au départ, c'était le premier raisonnement. C'était qu'on prenait des gens qui étaient à un niveau minimum DUT, voire plus. Ils venaient en France, ils se formaient sur la filière lait, ils repartaient là-haut et on essayait de créer des diplômes qui étaient reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. Et à l'époque, en fait, l'ambassadeur l'ambassadeur du Burkina qui était en France était prêt à nous appuyer pour que ce soit reconnu, des formations reconnues, mais ce seraient des petits modules. Voilà, peut-être pendant 3 mois, ils font une formation. Et c'était sur la transformation du lait, mais c'est sur l'élevage parce que, en fait, je vais te laisser finir et puis après, je reprendrai. OK. S'il y avait une formation en plus. D'accord. Donc, en fait, le but des consultations sur place, c'était un peu la pertinence du projet au départ, notamment l'accueil en France de formateurs là-bas, enfin de formateurs burkinabés, et puis aussi savoir si on se limitait uniquement à la transformation laitière. Donc moi j'ai rencontré trois acteurs, hein, je ne rentre pas trop dans les détails. La PES, qui est une grosse association qui intervient notamment dans tout le Sahel auprès des producteurs ruraux. IPROLAIT, qui est de tous les acteurs laits au Burkina Faso, et l'Union des mini-laiteries, l'Union nationale des mini-laiteries, qui elle en fait fédère plutôt les fermes pérennes au Burkina. Donc en fait conclusion, hein, c'était que le dernier, c'était quoi l'Union des mini-laiteries, l'UMP, l'UMPL. Voilà, c'est mini-laiteries. Voilà. Alors, en gros, hein, ce qu'il en est ressorti, c'était que la transformation laitière n'était pas forcément la seule activité de la filière sur laquelle il fallait travailler. On parlait plus même de tout ce qui était production et même post-production, alimentation animale, hygiène, etc. La conservation, la transformation, donc étant aussi un élément, mais aussi qui était promotion en fait, promotion du lait, notamment donc un aspect, on va dire, commercial et marketing.
les 3 acteurs que j'ai rencontrés m'ont parlé. Moi, je me doute bien qu'il y avait aussi d'autres actions qui étaient menées dans ce domaine-là. C'était aussi le but des consultations. Ils m'ont parlé du projet Goin qui avait été mis en place par le GRET. Donc, le GRET, je le présenterai rapidement après. C'est une grosse ONG française. Le GRET avec un T. Aussi, le GRET avec un T. Il y a le greffe et le GRET. Il n'y avait pas AFDI là-dedans, dans tout ça. Pardon? AFDI n'était pas là-dedans. Non. Bah non, Parce qu'on les a vus plusieurs fois, ils circulent là-bas, ils font la promotion du lait importé. Oui. Ils ont eu des actions. Je connais les agriculteurs. Normandie, oui, qui a eu des actions. Ouais. Voilà. Alors, c'était intéressant de pouvoir, après, une fois qu'on m'oriente vers le GRET, de rencontrer le GRET, parce que ça nous a permis de comprendre certaines choses et de voir qu'on pouvait travailler en complémentarité au projet qui avait été mené. Sachant que le GRET avait identifié les besoins en formation dans le projet Goin. Donc, il y a eu aussi déjà des supports qui ont été notamment des guides et des fiches pour contribuer après à l'élaboration de modules. Voilà, mais par contre, ce que regrettait le GRET, c'est que c'était l'aspect formation, en fait, mise en œuvre des formations qui n'avaient pas pu être faites et que il regrettait et que c'était peut-être une opportunité qu'on travaille ensemble pour justement remédier à ça. Voilà, donc qui est le GRET? Donc moi j'ai quelques contacts personnels au GRET, donc ça m'a permis quand même de faciliter les discussions. Le GRET c'est qui, hein? Donc très rapidement, en fait c'est pas donc une ONG qui est membre de GESCOD, hein, c'est une ONG nationale. Dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables et promouvoir la justice sociale tout en préservant la planète. Ça, j'ai pompé ça sur le site internet. D'ailleurs, il y a eu le lien, mais vous pouvez regarder ce que fait le GRET, c'est vraiment très intéressant dans de nombreux pays en Afrique et même un peu plus dans le monde. Donc, en croisant les besoins exprimés par les acteurs de la filière et les conclusions du Goin et les recommandations du GRET, on engagé une discussion. Donc, sachant qu'il y avait 4 priorités pour le GRET, pour les acteurs donc, consultés, sur lesquels on devait travailler, en termes de formation, donc j'entends. La première priorité, c'était l'amélioration génétique du cheptel laitier, l'alimentation du troupeau laitier, la santé et le bien-être du troupeau laitier. Priorité 2, c'était l'organisation et l'intensification de la collecte. Le numéro 3, la gestion financière et l'approche économique. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Et la priorité numéro 4, le renforcement du leadership. Donc, vous savez que les femmes ont, on ne va pas revenir là-dessus, parce que ça a été déjà une fois dit, un rôle important dans la société burkinabé. Voilà, donc là, par rapport aussi au projet qui avait été réfléchi, enfin, le projet lui réfléchi, qui souhaitait tendre vers des formations diplômantes. Ce serait plus des formations vraiment ciblées et des formations qualifiantes. Ouais, c'est ça. Court et efficace. Alors, si le projet du... Alors, donc, là, c'est pas noté. Donc, le projet Goin est terminé et le GRET repart un nouveau projet dans le domaine du lait. Et donc, en complément de ce projet, désire porter le projet que GESCOD et les 3 associations sur lesquelles le GESCOD et les 3 associations travaillent. Parce qu'en fait, une des difficultés que l'on aurait eu aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles porter sur le GRET, c'est que c'est
du coup, devenu quand même un projet d'une certaine envergure que des associations comme n'auraient pas pu porter. Donc, le fait de trouver un porteur reconnu, c'était quand même important. Donc, le GRED porterait le projet. Ce projet-là, il a lieu essentiellement, le siège du projet, c'est Bobo-Dioulasso. Donc, la majorité de l'activité serait sur Bobo-Dioulasso, sachant que on ne parle plus du tout maintenant de faire venir les acteurs de la filière en France, ce qui ne semblait pas très pertinent en fait, mais plutôt de les faire venir à Bobo, éventuellement à Ouaga. Bon, aussi pour des raisons sécuritaires, c'est compliqué peut-être de multiplier les autres points dans d'autres régions du Burkina. Donc, ça aurait certainement lieu à Bobo et à Ouagadougou. Donc, on parlait aussi de Nouna, parce que ça faisait partie de la demande initiale d'Adélé. Mais bon, avec des événements un peu compliqués. Donc, on verra bien comment on peut. Bon, en tout cas, on peut toujours faire venir de quelques régions que ce soit des personnes se faire former soit à Ouaga, soit à Bobo. Alors, quel est le positionnement de GESCOD? Donc, on parle de ça, puis après, je dirai par où on est exactement en ce moment dans le projet. Le positionnement de GESCOD et des partenaires. Donc, j'ai parlé du GRET, hein, donc le GRET porteur de projet assumera la gestion du projet et bon, apporte aussi ses connaissances dans l'ingénierie de formation. GESCOD, c'est la mise en relation des acteurs de ses membres, en fait. Et puis, on les a aussi sollicités sur ce projet pour la recherche de financements régionaux ou transfrontaliers. Donc, il y a Adélé, bien sûr, qui intervient donc dans l'ingénierie de la formation, au même titre que l'ENSAIA. Adélé se concentrant plus sur la collecte et la transformation du lait, et l'ENSAIA sur la santé et l'alimentation animale. Et puis donc il y a Kilimanjaro, qui donc c'est les relations avec le GRET, et on intervient nous dans tout ce qui est ingénierie de la formation avec une association locale à Ouaga qui est le CRIGED et qui intervient dans le renforcement, notamment le renforcement du leadership des femmes. Donc voilà à peu près le rôle que chacun des acteurs aurait. Alors où on en est actuellement, alors on a pris un petit peu de retard sur le calendrier qu'on avait fixé avec le GRET au départ, mais bon, on tient bon le cap. On avait besoin, avant de passer à l'élaboration concrète du projet, d'avoir une bonne vision du contenu, pas du contenu des formations, mais voilà, de dégager vraiment les principaux modules que l'on devrait développer. Donc ça, c'est un travail que font le GRET avec Adélé et l'ENSAIA, donc qui est en cours, qui n'est toujours pas terminé, mais c'est une question de petites semaines, je pense. Et donc après, on va passer donc à l'élaboration du projet et à la recherche de financement. Comment agirait NSAIA? Il enverrait des gens là-bas? Alors, en fait, ce serait, d'après ce qui aurait été retenu jusque maintenant. Création de modules. Alors, là, pour le moment, il travaille sur la définition des grands axes de formation. Dans un deuxième temps, une fois que le projet sera lancé, les gens d'Adélé et des gens de l'ENSAIA se rendront au Burkina à la rencontre d'acteurs locaux, de certains de leurs pairs, en fait, localement, pour justement travailler plus profondément sur le contenu des formations. Voilà un peu leur rôle. Alors après, est-ce que des profs de l'ENSAIA iraient participer à la formation directement sur place, etc. Ça, on l'a encore pas défini. Ça, c'est des trucs français. Donc voilà, en gros, c'est français. Oui, c'est un ancien. Oui, c'est un ancien. Adélé est en France aussi? Oui. Je pensais que c'était là-bas, au contraire. Donc voilà, en gros, la présentation que je voulais faire. Mais il y a Eric qui souhaitait ajouter quelques petites choses. C'est peut-être juste rajouter
quelque chose parce que c'est. En fait, ce projet-là, quand Adèle est venue nous voir, on a trouvé que c'était intéressant parce que on s'aperçoit que le Burkina importe du lait en poudre de Chine, qui est souvent trafiqué. Hein, alors que d'après Adèle, moi je ne suis pas professionnel, en fait, ils ont des vaches qui produisent un lait de meilleure qualité encore que ceux de la France. C'est clair. Et la seule contrainte qu'il y a, c'est que pour qu'une vache produise de lait, il faut qu'elle reste dans un endroit. Et souvent, avant, c'était les peuples qui avaient des vaches, enfin, il y en a toujours, mais voilà, il faut qu'ils soient sédentaires. Donc, ça change. Enfin, il faut obliger à ce que les cheptels soient sédentaires, mais ça peut résoudre aussi des problèmes des peuples qui passaient et puis qui pouvaient parturer sur des terrains qui ne leur appartenaient pas. Et donc, du coup, ça peut peut-être avoir une meilleure relation entre les peuples et puis les autochtones. Et la deuxième chose, c'est que quand on transforme du lait, on en fait du fromage, et ça fait qu'on peut avoir des produits laitiers toute l'année. Et ça, si on a inventé le fromage au départ, c'était pour pouvoir prendre des produits laitiers toute l'année. Mais ce qu'il y a, c'est que le Burkina, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont encore pas trop l'habitude de manger du fromage et des yaourts, même si ça devient de plus en plus, parce que ça reste quand même plutôt du haut de gamme. Et l'idée, c'est qu'avec ces projets-là, c'est de créer aussi des mini-laiteries, en fait, de travailler sur des circuits courts et qui soient autonomes sans qu'on soit obligé, sans qu'ils soient obligés d'importer du lait de mauvaise qualité. Voilà, donc c'est dans cette. Ça pouvait être vraiment très intéressant parce que pour le développement du pays, ça pouvait être. Il pouvait avoir tout un intérêt. Et du coup, là, le fait de l'avantage qu'a proposé Kilimanjaro de se mettre avec le GREC, c'est qu'eux, ils ont été payés pour faire une étude sur tout l'ensemble du Burkina, avec tous les acteurs des acteurs du Burkina. Donc, voilà, c'est vraiment une étude qui montre l'impact de l'intérêt de faire ça. Voilà, et donc, effectivement, ils sont déjà en place et ils ont étudié ça. Et Adèle, quand il nous a contactés, en fait, eux, ils ont déjà fait des formations comme ça. Ils étaient en relation avec des écoles pour créer vraiment des centres de formation pour justement autant élever les vaches. Donc, élever le bétail, c'est aussi produire des céréales sur place. Enfin, c'est toute une dynamique économique qui est forcément intéressante. Je ne sais pas si vous avez croisé ce qu'avait fait le père Houdet, Maurice Houdet, qui a beaucoup travaillé sur le développement justement tout à fait, oui. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé parce que ça fait un petit moment. Je ne sais même pas s'il est encore. Il y a encore un coup de goût. Je ne sais pas s'il va écouter l'ambassade de France en se relocalisant à Ouagam, mais ça m'étonnerait de la part du père Houdet qu'il se soit délocalisé le coup de goût. Oui, parce que moi je l'avais rencontré il y a 7-8 ans. Concrète à Nancy, on avait un petit peu parlé. Parce qu'il a fait pas mal de travaux, il a publié pas mal de choses autour du lait, des petits fascicules et tout, qui sont très bien faits. Et comme il ne le fait plus, ça je peux vous dire, que moi je les ai récupérés parce qu'il n'a plus de base. C'était dans son ordinateur et puis ça a été perdu. Donc j'essaye de les scanner pour qu'on puisse les utiliser. Alors je sais que par exemple c'est en langue nationale, il a fait pas mal de choses en langue nationale et aussi en français autour de ce problème de lait. Là-bas. On essaye de prendre contact. Là, je ne sais pas là, j'aurais pu apporter pour que vous puissiez voir ce que c'était. Mais ce qui était, par exemple, il a fait même je ne sais pas si dans vos formations, il y a la notion d'alphabétisation en langue locale, au moins pour les femmes qui feraient, je ne sais pas, si ça Ça n'a pas été abordé. Il y a un aspect, s'il y a besoin, dans le volet justement dans gestion, il faut toujours savoir un petit peu. Dans le volet renforcement du leadership des femmes là, de la filière, il y aurait l'alphabétisation si besoin. Quoi. Parce que du coup, je sais que par exemple, en langue Peul, il a vraiment créé un livre de lecture, un livre pour l'apprentissage de lecture et écriture, un livret pour apprendre à tout ce qui est mathématiques, en fait, enfin calcul. Et puis, il a fait aussi des livrets pour le soin des vaches et tout ça.
et même justement les races, tout ça. Bon, ça, il y a une partie qui est déjà sur notre site. En full food. Justement, oui, ce que j'allais rebondir, parce que tu m'informais, c'est que vous avez créé un site où vous essayez de rassembler les acteurs du lait au Burkina. Donc, mais il y a aussi toute une dimension sur l'enseignement en langue nationale. Et on a scanné pas mal de la bibliothèque du Péroudé. Ouais, on a mis le service à tout le monde. Quoi. Alors, je sais que on peut télécharger des textes en moré, des textes en full foodé. Et puis en Dioula, sur le site, quoi. Et en Dioula. Mais Dioula, il n'y a pas beaucoup de choses autour du lait en Dioula. Je ne crois pas. Non. Ce serait bien que d'ailleurs, on fasse ça dans le. Là, vous pouvez avoir les. Il y a une question parce qu'il y a quelque chose qui me c'est bien beau d'être. Je comprends parce que tout à l'heure, les gens n'ont pas l'habitude de consommer des yaourts. Mais comment tu veux que les gens consomment des yaourts alors qu'ils n'ont pas les moyens de tout faire? Donc, moi j'achète des yaourts quand je regarde, je yaourts de poivre, des yaourts de public. Mais c'est normal, j'ai un frigo chez moi. Donc c'est normal, j'ai pas de problème pour conserver mes mots. Donc je peux acheter des yaourts, je peux acheter du lait. Mais quand on va nous au village, on a quelqu'un qui vend le lait dans les petits sachets là. On achète le lait dans les petits sachets. Mais il a avec le public. Mais lui, c'est parce que maintenant il y a l'électricité au village depuis maintenant 4 mois, et maintenant il a mis un frigo. Donc c'est bon parce que c'est la même chose pour le fromage. La femme du public, voilà, elle fait du fromage. Elle montre qu'elle fabrique, elle fait plein de fromages qui sont très très bien. Mais le problème, c'est qu'elle a tout pour le conserver. Donc, moi, ma question est de dire, c'est que faire consommer du lait à des gens dans le village, alors qu'ils n'ont pas bien. Il y a des millimétries, c'est une structure très. Ils travaillent par jour à transformer. Et là, je me rends compte, ce que c'est que c'est. Pour nous, c'est rien. Ça ferait rire à n'importe quelle industrie laitière en France. N'importe quel mec de la filière en France, il se pisse dessus de rire. Quoi. Et pourtant, ça fonctionne. Je pense qu'il faut aussi articuler des projets qui soient en fonction de ces mini-structures. Sinon, c'est juste difficile. Il met au point pour des petits réfrigérateurs locaux. Solaire et qui met au point justement pour ces mini-laiteries que trouverait en bouche, parce que le tout, que ce ne soit pas qu'à Braga ou je ne sais pas où, mais les mini-laiteries, il faudra un jour ou l'autre qu'elles soient en bouche pour que les gens puissent avoir des lait. Et là, je sais qu'ils travaillent beaucoup pour la mise au point de petits réfrigérateurs super cassés. Ça rentrera dans le programme ADL, la collecte et transformation. Par rapport aux diverses. Mais c'est vrai que la demande est faible. Les gens qui font les filières professionnelles. Oui, les filières professionnelles. Oui. Alors, j'ai plus le nom, mais c'est IPROLAIT ou UNPLB. C'est les deux fêtières. Donc, c'est quand même une demande, en fait. C'est pas la volonté, nous, de proposer ça, c'est une demande, en fait. Non, puis par rapport à ces remarques-là, et par rapport à notre projet, notre projet ne vient qu'en complément au projet, et que ce n'est qu'un projet de formation. Et on ne parle même que de formation de formateurs. On parle que de formation de formateurs. Il vient en complément des autres projets qui peuvent être menés, notamment dans la promotion, pour répondre à votre question. Il y a d'autres projets qui ont été menés comme Goin, etc., et d'autres qui sont menés pour promouvoir la transformation du lait, aider à la conservation, etc. Il y a des projets qui existent déjà là. Mais ça à la limite, ça ne nous concerne pas. Le projet que l'on mène vient en complément de ces projets-là, et vient justement former les acteurs des différentes filières. Parce que le souci, c'est que même si on pensait qu'ils n'en consomment pas beaucoup, ils importent quand même du lait en poudre de Chine. Donc, c'est qu'ils en consomment. J'ai fait les gosses, moi je voulais leur donner du vrai lait, et eux, en fait, je pense qu'au départ,
de leur ambition, c'est de remplacer ce lait peut-être autonome, mais après, là, certes, il faut se développer, voilà, je passe à Ouaga, pas de compétences, mais il y a 20 ans, on mangeait sûrement pas de yaourt, et puis au fur et à mesure, les classes sociales. On avait en 1990, il y avait des gens qui avaient des sinon, les mini-électriques qu'on a vus, il ne faut pas, les choses ne leur restent pas sur les bras. Non. Ils ont plus de demandes que. C'est des productions comme ça. Non, mais je suis d'accord avec vous, qu'effectivement, quand je regarde le frigo du village, là, à l'Andaï, il y a 6 000 habitants, le frigo du village, effectivement, il n'y a pas beaucoup de déchets de lait. Alors après, ils ont leur yaourt à eux, un yaourt qui leur permet de s'enlever et un yaourt un peu différent. Ah oui, mais après, je pense en plus, là, le temps très en place, former. La formation, ils arrivent à s'installer. Je pense que du coup, si on est capable, on oublie les problèmes actuels de sécurité, je veux dire, ça va vite quand même aussi, le développement. Moi, je voudrais dire. Oui, parce qu'en fait, le problème du blanc poudre, c'est qu'il est bradé absolument, parce qu'en fait, il est dégraissé. On sait très bien en disant les choses d'elle, là, on voit très bien, lui, il l'explique très bien. C'est complètement. C'est parce que ce qui est intéressant en Europe, c'est le beurre. Donc, c'est tout ce qui est gras. Et donc, le reste, on le fait en poudre et on le bazarde dans les pays comme ça. Oui, parce que pas les Chinois. Oui, il est dégraissé, il est réengraissé en huile de palme ou du copra. Et ça sert à nourrir les veaux aussi. Oui. Mais je voudrais. C'est pas le même. Voilà. Je voudrais donner un élément positif, parce que toutes ces critiques-là, et ces problèmes, ces conditions locales qui font que c'est quand même pas comme chez nous, hein, et loin de là, eh bien, moi, ce que j'aime dans ce projet, c'est que la formation sera sur place, au Burkina Faso, fait par des Burkinabés. Je crois que c'est important, éventuellement d'ailleurs, dans une langue locale, mais je crois que c'est important que ça soit enseigné par des Burkinabés. C'est pour ça ma question sur l'ensaya. Moi, je vois pas bien excusez-moi, mais je vois pas bien des Blancs aller expliquer comment nous on fait le fromage, alors que ça n'a rien à voir avec les conditions locales, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, mais après, il y a quand même. Mais ils peuvent faire un programme, oui. Non, mais eux n'interviennent pas dans le lait. Hein. Ils interviennent dans l'alimentation animale, la santé. Oui, alors, j'ai envie de dire c'est pire, mais ça fait rien, parce que comment on élève, nous, les vaches et tout, en étable, on va chercher des compléments alimentaires. J'espère qu'ils ne vont pas parler des colliers qui font que le complément alimentaire, il tombe tout seul dans la bouche, etc. Enfin, bon, là-dessus, moi, j'ai vu au Kenya des choses qui m'ont un petit peu gêné. C'est là où les territoires des Maasai ont été découpés en parcelles. Et puis c'est vrai qu'il y a des vaches là qui sont sur des espaces entourés de barbelés. Enfin, c'est le Far West, quoi. Face aux Indiens. Hein. J'espère que le Sahel. Mais d'ailleurs, au Sahel, on aura beaucoup de mal à trouver de l'eau et du fourrage. Je pense que c'est l'intervention entre les acteurs du Nord et les acteurs du Sud, en fait, c'est une confrontation de compétences. Hein. C'est pas. L'ensaya ne va pas venir, on va faire ci, on va faire ça. Oui. D'où le déplacement que je disais et la rencontre avec des acteurs locaux. Alors, dans un tel lait, là, tu prends contact avec la maison du lait qui sont professionnels, enfin un groupement de professionnels en France. Parce que faire du fromage, c'est bien, mais il faut avoir du matériel, et ce n'est pas du matériel qui est produit là-bas. Donc forcément, il y a un moment, il faut amener quelque chose d'Europe pour commencer ça. Après, de l'autre côté, il faut conserver le lait. Hein. On n'a pas beaucoup de moyens de conserver. Des panneaux solaires, des choses comme ça, les temps qu'ils ne les produisent pas, donc forcément, ça va venir d'Europe. Mais l'idée, c'est pas. Alors, pourquoi ça avait été le tir de faire venir les gens ici? C'est parce que ADLE, c'est une association, ça fait longtemps qu'ils existent. Eux, ils vont sûrement un moment peut-être arrêter. Et ce qu'ils voulaient, c'est qu'il reste quelque chose, en fait. Et ils avaient peur, parce qu'on parlait déjà de sécurité, et eux, ils ne se sentaient pas à l'aise d'aller au Burkina pour enseigner ce qu'ils avaient déjà enseigné. Parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois, ils l'ont fait au Niger, ils l'ont fait dans plusieurs pays. Donc voilà, c'était pour ça que l'idée de faire venir
eux, ça leur posait moins de. Enfin, ils pensaient que c'était mieux. Après, on n'était pas tout à fait d'accord sur ça, mais voilà, c'est encore. Moi, j'ai juste une petite remarque à vous faire remonter, parce que je suis en relation avec pas mal de Bretons en ce moment, et en particulier avec Christian Lemoine d'Ababas, et qui demande vraiment à ce que vous vous mettiez en rapport avec lui. C'est déjà le cas. C'est fait? Parce que j'ai encore eu un mail d'hier ou avant-hier où il me disait que ça serait bien que je sois un peu plus au courant. Parce que en ce moment, ils sont en train ils vont lancer quelque chose, déjà une formation avant que ça rentre dans le système-là. Et donc voilà, moi, je fais juste le passage de paiement. Et en plus, ils ont l'avantage, parce que c'est très intéressant, parce qu'ils ont l'avantage d'avoir une collectivité territoriale avec eux. Oui. Et quand il y a une collectivité territoriale pour les budgets, ça permet de faire des FICOL, des choses comme ça, enfin d'essayer et d'avoir des budgets. Voilà, donc c'est forcément intéressant. Je crois que je travaille avec Morlaix, je crois, comme ça. Ouais. Il y a une personne qui a levé la main, Monsieur Bach. Oui, bonjour. Bonjour, ma question sur ce sujet, pourquoi ne parle pas plutôt d'élevage de chèvres, dans la mesure où les besoins alimentaires seraient un peu différents de la vache et le coût d'investissement au départ bien moindre. On parle de vaches, on sait très bien que ce sont des populations différentes, mais là on pourrait voir des gens de revenus plus modestes s'adonner à une production laitière familiale, mais à partir de l'élevage de chèvres tout simplement. Ce serait moins exigeant économiquement au départ et au niveau nourriture, même si une chèvre a beaucoup de besoins, mais les chèvres à petite production n'ont pas des besoins aussi manifestes. Parce qu'ils ont beaucoup de vaches. C'est déjà parce qu'ils ont énormément. Oui, mais étant donné que l'amélioration génétique d'un troupeau va prendre des années, si on ne croise pas suffisamment, la chèvre, on peut introduire des troupeaux de chèvres qui iraient beaucoup plus vite en termes de production laitière. Le lait de chèvre n'est pas exclu du projet. D'accord. Mais c'est le général, parce qu'au départ, quand Jarop avait pris contact avec Aldoblé, c'était justement parce que tu as une demande, toi, de ton côté, tu me passes justement pour une transformation de chèvre. Oui. De transformation de lait de chèvre. Non, ça peut concerner ça peut concerner le lait de chèvre et le lait de vache. Bien sûr. Dans nos régions de France, entre parenthèses, beaucoup de petites familles avaient des chèvres pour se nourrir et avoir du lait. Alors, on a une dernière demande de questions sur les visios, puis après, on va enchaîner sur le sujet suivant. Donc, c'est Monsieur François Héberger qui a levé la main. Oui, bonjour. Donc, moi, je connais bien surtout la région plutôt centrale du Burkina, mais je connais très bien Henri Girard de Terre Verte Burkina. Évidemment. Donc, l'AZN Aguier. Moi, je trouve que pour un pays comme le Burkina, ça, c'est vraiment un exemple type. Parce que là, on parle de la filière lait, mais la filière lait, en fait, justement, comme on dit, il faut nourrir les vaches, et chez eux, c'est vraiment un ensemble sur toute la ligne, quoi. Hein. Et ils font des formations et donc ce sont des Burkinabés qui enseignent, quoi. Hein. Donc Henri Girard, il a mis au point, on va dire, les grandes lignes, les règles, et puis maintenant, ça marche, quoi. Hein. Donc, si on prend quelque chose qui marche déjà dans le pays, autant l'utiliser plutôt que de vouloir apporter quelque chose de neuf qui ne sera pas à leur mesure, quoi. Hein. Il faut prendre contact. C'est facile de prendre contact avec Henri Girard. Nous, on travaille avec lui tout le temps. Ouais. Mais sur d'autres. Non, mais là, je comprends bien aussi je comprends le sens du message, mais il faut aussi comprendre que, et c'est aussi le problème pas le problème, mais la petite contrainte qu'il y a avec d'autres acteurs, c'est que effectivement, on est de la part du GRET et de la part des autres acteurs intervenant dans le projet, on est bien conscient qu'il y a déjà des choses qui se sont faites, mais qu'il y a des choses qui se font qu'on ne connaît pas. Au bout d'un certain temps,
il y a eu un travail qui a été fait. Il faut qu'on avance et on ne peut plus sans arrêt s'arrêter, revenir en arrière, revoir un tel. Voilà, au bout d'un certain temps, on doit être en capacité quand même de pouvoir avancer. Il y a aussi cette contrainte-là, quoi. Donc ça ne nous empêche pas de prendre contact avec les différents acteurs, mais il y a ce problème-là qui, moi, me semble quand même être un frein, quoi. Non, moi je me dirais peut-être que sans travailler vraiment directement avec, comme ça, c'est avoir des connaissances de certaines choses. Ah ben là, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que justement, il y a des complémentarités, je pense. Ouais. Comment ça s'appelle au niveau de Terre Verte, c'est Gérard. À Goema, je sais qu'ils ont développé de manière très forte la possibilité des troupeaux de rentrer dans les espaces de leur champ fermé pour pouvoir repaître, parce qu'ils ont un système de rotation des trucs dont les champs doivent être en jachère une fois tous les 4 ans. Et dans les champs en jachère, il faut rentrer. Et actuellement, par exemple, la ferme pilote, ils ont plusieurs périmètres. Et ils travaillent avec 400 bœufs de Peuls qui sont nourris dans ces champs-là. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, pas que vous développiez ça parce que je développe, mais peut-être d'aller voir pour ceux qui veulent travailler parce qu'en fait, ils deviennent fixes, ces Peuls-là, pour développer une filière lait. C'est surtout ça, parce qu'ils sont sur place, ce sera intéressant peut-être de trouver des gens qui font de la formation là-bas pour la filière lait. Voilà, c'est tout. Hein. Je comprends. Sachant que le contexte est très particulier et que ce n'est pas obligatoirement celui que nous éleveurs. Si vous permettez, je voudrais juste apporter une petite précision. Donc, Goema fait partie de Terre Verte. Oui. Puisque au début, ils avaient commencé à Guiers. Bon, ça a mis du temps parce que les gens, ils n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, ils croulent sous les demandes de villages qui voudraient avoir la même chose. Alors, c'est vrai que les vaches, on les fait paître lorsque les récoltes sont faites. Mais par exemple, moi j'y étais, quand le petit mil a poussé et qu'il a à peu près 40-50 cm de haut, on envoie les vaches paître là-dedans. Qu'est-ce qu'elles se régalent d'avoir quelque chose de vert. Et chaque pouce de mil, au lieu de donner une tige avec une épi, ben on donnera 4 ou 5. Donc, c'est pour ça que je dis c'est tout un ensemble, toute la filière. On ne peut pas parler juste d'un point, quoi. Hein. C'est un ensemble qui fait que ça fonctionne, quoi. Voilà. Je pense qu'il sera bien là. Il va falloir passer à l'autre intervention. Ce qui serait bien, c'est que les gens qui sont intervenus là puissent les mettre dans la conversation ou l'envoyer à GESCOD, là, les informations et les liens. Enfin, on les a, mais voilà, c'est pour pas que ça soit une discussion qui soit perdue. Voilà. Et puis après, puisqu'on est quand même dans un projet qui est piloté par le GREP, et c'est eux qui ont ce GREP dessus, donc on ne pilote pas le projet. Et je vous enverrai aussi toutes les présentations qui ont été faites par Hervé et puis celle de venir de… Oui, je les enverrai. Donc maintenant, on va laisser la parole à Éric Roger de 1000 écoles pour nous présenter le projet de ferme semencière. Ok. J'arrive. Donc, là, le premier document, c'est un document un petit peu d'appel. Après, j'expliquerai un peu plus en détail, qui a été diffusé, je crois, par Jennifer à tous les membres du groupe Burkina sur un projet de financement participatif autour d'un espace semencier bio au Burkina. Depuis plusieurs années, on travaille sur des projets agricoles et on travaille sur des projets agricoles, surtout en agroécologie, avec un certain nombre de centres de formation burkinabés, que ce soit le centre de Réau avec la pâte de Sangué,
de notre ami Sam, ou que ce soit sur la région de Ouaga, puisque Rumtenga, c'est juste à côté de Ouagadougou, c'est dans la banlieue de Ouagadougou, avec Béonéré Agroécologie. En fait, c'est les deux organismes qui ont été fondateurs de l'agroécologie au Burkina, qui ont été très, très liés avec les expériences de terre et humanisme au Burkina Faso, et qui sont aujourd'hui des gros centres de formation. Voilà. Et quelque part, dans les discussions qu'on a eues avec les Béonéré, on s'est aperçu qu'en fait, aujourd'hui, pour développer une agriculture, je dirais, respectueuse de l'environnement, durable, on va dire, donc, hein, il y a deux verrous qu'il faut faire sauter au Burkina. Le premier verrou, c'est la production de compost. Parce que quelque part, la production de compost, elle est largement insuffisante aujourd'hui, dans les données actuelles. Et le deuxième verrou, c'est la semence. C'est-à-dire l'accès à des semences qui soient des semences biologiques, quelque part, hein, et qui soient donc vendables sur le marché burkinabé. Actuellement, toutes les semences, elles viennent de l'extérieur. Et elles sont souvent des semences hybrides, c'est-à-dire des trucs où, en fait, au bout de 3 ans, la reproduction de la semence, elle perd jusqu'à 80%. Ils achètent des semences bio. Ou alors ils achètent des semences bio qu'ils essayent de développer. Voilà. Donc, le document que vous avez tous reçu, c'est un document, je peux peut-être le faire défiler un petit peu, qui présente un peu une information, une sensibilisation sur le projet et surtout qui présente. On va passer par une campagne de financement participatif, mais on a voulu une campagne de financement participatif qui soit un peu originale, c'est qu'il ne va pas chercher obligatoirement uniquement des individus intéressés par l'agroécologie ou l'agriculture biologique, mais qui s'adresse aussi à des associations qui pourraient avoir dans leur projet des projets agricoles axés sur de l'agroécologie et qui seraient en recherche soit de formation, c'est-à-dire de temps de formation pour des Burkinabés, soit de livraison de semences. Et en fait, on a conçu tout le financement participatif sur ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie du financement participatif qui s'adresse à des personnes individuelles, et puis d'autres qui s'adressent à des associations qui auraient ce projet-là. Ça ne va pas être tout le monde. Hein. Si vous faites, s'il y en a qui ont un projet de faire un jardin d'école bio, un truc comme ça, ils pourraient envoyer quelqu'un se faire former là-bas. Bon, il participerait, par exemple, dans ce participation et il aurait droit, en fonction de la quantité de ces d'envoyer quelqu'un gratuitement se faire former ou alors de recevoir des semences, une quantité de semences. Voilà, on va y venir là-dessus. Si vous activez le lien ici qui est dans ce document que vous avez, vous aurez la présentation à la fois du contexte et du projet. Moi, je vais me centrer sur le projet là. Le contexte, c'est de rappeler depuis combien d'années on travaille avec Béonéré, et puis surtout les 2 dernières années, on a fait pas mal de choses parce qu'on a essayé de développer les capacités d'accueil du centre, qui tend à devenir un vrai centre de formation, qui accueille énormément de formations. Je dirais, chaque mois, il y a à peu près une formation qui se déroule, qui tend à tisser des liens aujourd'hui avec le Matruco. Le Matruco, c'est l'école de formation des agents d'agriculture qui est située à Bobo, je crois, dans la périphérie de Bobo, et qui commence à être sensible aux thématiques de l'agroécologie et qui commence à envoyer des gens en stage dans ces centres-là. Et puis, ils sont en train, et ça va déboucher en janvier, là, sur un appel d'offres qui leur donnerait la mission de former 30 jeunes sur 3 ans sur toutes les techniques agroécologiques. Voilà. Donc, nous, on a fait ça. Et actuellement, on est sur un plan, sur un projet qui va se terminer là, en janvier, là. Donc, dont Edith et Serge vont aller faire la réception des travaux, qui est un projet eau et assainissement sur ce projet de centre. C'est-à-dire qu'on a créé un forage, on a créé des latrines, on crée tout un système d'adduction d'eau qui va permettre d'amener l'eau au bâtiment de la cuisine, au bâtiment voilà, qui n'existait pas pour l'instant. Voilà. Alors, maintenant, là sur ce projet-là, on cible la création d'un espace semencier bio. C'est-à-dire qu'il y a une partie du terrain qu'ils ont acquis qui va être consacrée à la semence. C'est très important que la semence ne soit pas mélangée à la culture, je dirais, à la production, parce que dès qu'on mélange semence et production, en fait, on risque des pollutions de semences. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement avoir quelque chose qui soit très sélectif, avec des banques qui vont être des semences d'oignons, des semences de trucs, mais qui soient
distinctes les unes des autres, parce que si on mélange, ça devient compliqué. Il peut y avoir sur des mutations sur les trucs. Déjà, un gros terrain, je ne sais plus combien il fait de dimensions de production. On peut passer à la dimension. Sur lequel je fais ça. Se font ça aussi, enfin, ça. Voilà. Mais là, c'est vraiment sur un espace qui vont ouvrir sur la semence. Alors, il faut savoir que le bio, en particulier au Burkina, c'est un des pays d'Afrique de l'Ouest qui est le plus en avance sur la filière bio. Il y a une fêtière qui s'appelle le Sénabio, qui fédère un petit peu tous les acteurs de la filière bio, et surtout, dont fait partie Béonéré d'ailleurs, et surtout, ils ont créé un label participatif. Ce qui s'appelle le Bio SPG. C'est un label qui est moins contraignant que EcoCert pour l'exportation, mais qui garantit quand même l'essentiel du bio. Ils ont des cahiers des charges. Quand on a le label, on l'a pour 3 ans. Il y a une revisite ensuite du site au bout de 3 ans pour voir si vous êtes toujours dans les cordes. Et si, on peut vous retirer le label, etc. Il y a un truc qui quand même fonctionne relativement bien aujourd'hui à l'échelle du Burkina. Pourquoi c'est revenu en arrière? Je ne sais pas pourquoi c'est revenu en arrière, mais voilà. Donc, c'est ce que j'explique sur la certification. Alors, la certification bio, SPG bio, elle est surtout beaucoup moins coûteuse qu'une EcoCert, parce qu'une EcoCert, elle se paye tous les ans, en fait. Donc, c'était juste une comparaison là, que j'ai mis dans le document. Alors, la ferme s'est agrandie. C'est eux-mêmes, qui ont investi dans l'acquisition d'un terrain. Et je sais qu'acquérir un terrain dans la banlieue de Ouaga, on y laisse des plumes. Hein, et encore, ils ont négocié. Ils ont obtenu d'acheter ce terrain, fait 1,5 hectare. Ils ont obtenu de l'acheter à 20 millions de CFA, alors que la proposition de départ était à 30 millions de CFA. Mais le gars qui vendait le terrain, comme c'était un projet agricole, il a cédé et il leur a accordé ça. Donc voilà, ça c'est le terrain actuel. Hein. Ils ont défini un plan de production de mise en route progressive de l'espace semencier. Les semences qu'ils vont avoir, il va falloir, il faut les adapter. Oui, il y a un temps d'adaptation toujours. Il y a un temps d'adaptation pour qu'elles se stabilisent. Et donc, ça peut valoir 3 ans avant d'être. Il peut y avoir des cycles sur 3 ans. Tu as des semences qui sont productives au bout d'1 an, puis 2, d'autres 3, ça dépend des produits. Pour les légumes fruits. Ouais. Parce que les légumes feuilles, ils peuvent le faire tout de même au milieu de la production, mais les légumes fruits, ce n'est pas possible. Voilà, alors en fait, on est sur un budget qui est de l'ordre de 12 500 euros et qui est à la fois lié surtout à la clôture, c'est ce qui coûte le plus cher en fait, clôturer le site. Hein, si vous ne clôturez pas un site avec le bétail qui circule un peu partout, vous êtes mort, quoi. Hein. Et puis sur un dispositif de goutte à goutte, enfin plus que de goutte à goutte, c'est un dispositif par aspersion surtout. Parce que la plupart des légumes feuilles, ils ont besoin d'être de l'aspersion. Micro-aspersion. Un truc très fin. Ouais. Voilà. Alors, ça s'adresse à des particuliers et à des associations de solidarité internationale qui sont intéressées, bien sûr, par les problématiques à la fois de souveraineté alimentaire et d'agroécologie. Au niveau 1, donc, c'est vers les particuliers. Donc, voilà, c'est la première cible. Ça, c'est une cible classique. Hein. Donc, on a créé, je crois même qu'on a créé des contributions d'entrée. Ça, c'est une étape du projet. On a créé des contributions d'entrée à 20 euros même au départ, 20, 50, 100, 200. Ça, et puis après, il y a un certain nombre de contreparties que les gens peuvent demander ou ne peuvent ne pas demander. Et là aussi, c'est un bilan d'étape. Donc, on est en train de beaucoup modifier ces contreparties avec la plateforme. Pour les particuliers. Pour les particuliers, quoi. Et puis, ce qui nous tient à cœur, plutôt que d'avoir une simple démarche classique de financement participatif, c'est d'essayer de toucher la cible des associations de solidarité internationale. C'est pour ça que j'essaye de faire circuler le projet en Lorraine, mais ailleurs qu'en Lorraine, même avec des correspondants en Bretagne, dans le sud de la France, etc., pour essayer de voir un petit peu s'il y a des gens qui sont intéressés. Je sais bien que toutes les associations ne sont pas forcément intéressées, mais bon, on peut trouver des gens intéressés par ça, quoi. Et les contreparties offertes sont des offres de formation, des accueils de stagiaires ou des livraisons de semences. Voilà, je donne par exemple,
Premier droit d'entrée, on a fixé un droit d'entrée à 500 €. Hein. Bon, après, il y a des. Et 500 €, ça donne droit à un lot de 100 grammes de semences potagères biologiques. 100 grammes, c'est pas mal en semences bio déjà. Hein. Ça vous permet de développer un jardin quand même. Hein. Ensuite, à 1000, on a eu une formation de 3 jours sur les pratiques en agroécologie pour une personne, hein, avec un choix de module possible, ou un lot de 300 grammes de semences potagères. Après, si on a un truc à 1500, où il y a une formation de 5 jours sur les pratiques agroécologiques pour une personne, ou une formation sur un site extérieur pour un groupe pendant 3 jours. Voilà, ça peut être une assoce qui a un jardin quelque part et puis qui souhaite que la formation elle vienne sur son jardin, dans son espace. Et à ce moment-là, on déplace les formateurs. Alors, il faut encore discuter de l'endroit où ça se fait. Mais je sais que Razak, par exemple, il a fait des formations à la frontière du Niger, au-delà de Fada, par des associations suisses, je crois. Et ils étaient même transportés en hélicoptère. Bon, ça, nous, on n'a pas les moyens de les faire transporter en hélicoptère, mais parce que c'était des régions inaccessibles. C'était des régions inaccessibles. Quelque part, c'est aussi ça qui est important, quoi. Attends, je crois qu'on a perdu le. On a perdu le partage. On a perdu le partage. Non, mais eux, ils ne le voient pas. Ceux qui sont à distance ne le voient pas. Donc, je le remets. Voilà. Voilà. Ou, parce qu'à chaque fois, on met le choix, ou ça peut être une livraison plus importante de semences potagères, jusqu'à 500 grammes. Tout a été défini avec Biodéré. Et à un droit à 2000 €, il y a une offre particulière avec une formation de 5 jours pour 2 personnes, ou une formation sur site extérieur de 5 jours, ou un lot d'1 kilo de semences potagères. Hein. Et on a même ajouté sur les 1500 et les 2000 € la possibilité d'accueillir sur le centre agroécologique 1 ou 2 stagiaires sur une période de 3 mois. C'est-à-dire quelqu'un qui serait sur le site et qui, pendant 3 mois, serait en apprentissage, en quelque sorte. Hein. Je ne sais pas si il est dans cette étape-là, mais je sais que... voilà, c'est ça. Hein. Vous voyez, à partir de 1500, accueil d'un stagiaire en complément de la formation pour une durée pouvant aller jusque 3 mois. Pouvant aller parce que c'est les gens qui décideront s'ils veulent aller jusque 3 mois. Et à 2000 €, l'accueil de 2 stagiaires en complément de formation pour une durée pouvant aller aussi jusque 3 mois. Voilà. C'est une bouteille à la mer. Je ne sais pas comment ça fonctionnera. Nous, de toute façon, on ira au bout du projet. Je veux dire, nous, en tant que Mille-Écoles, on ira au bout du projet. Ce qui nous intéresse, c'est justement de donner un projet en partage à d'autres associations, en disant, voilà. C'est difficile parce que des fois, c'est difficile aussi, quelque part, d'aller sur le terrain, justement, etc. Et tout d'un coup, là, nous, ce qu'on propose, c'est un cadre de formation qui existe. Il est au Burkina. Il est dans la banlieue de Ouaga. Il est dans une région, pour l'instant, où on peut déplacer des gens. Voilà, les gens peuvent venir se former ou on peut recevoir des semences bio. Alors, les semences bio, vous les recevrez. Ce ne sera pas tout de suite, ce sera peut-être dans 1 ou 2 ans, mais la formation, elle peut commencer tout de suite. Ouais. Voilà, c'était... Hein, c'est une super idée. Ben, oui, moi, je suis sûr que c'est une bonne idée. Après, je n'ai pas envie de me ramasser une gamelle, mais tant pis, quoi. Je veux dire, tant pis, quoi. Quelque part, je pense que ça valait le coup d'essayer de définir. Et puis, on l'a défini ensemble avec Razak et Souleymane, vraiment, ce projet. Et oui, c'est... Alors, vous trouverez aussi une petite vidéo. On ne peut pas passer de vidéo ici. Hein. Ah, on peut passer une vidéo. Donc, on va peut-être dire qui sont Souleymane et Razak, quelle est leur formation, quoi. Hein? Leur origine. Alors, Razak et Souleymane. Souleymane, lui, c'est un mec qui vient du terrain. Hein. C'est un type qui a même cherché à un moment à essayer d'immigrer en France. Il a fait des séjours au Ghana, au truc, où il faisait des petits boulots, quoi, comme n'importe quel Burkinabé qui essaye de survivre, quoi. Et puis, c'est sa femme qui l'a convaincu de rentrer au Burkina. Ils ont fait un petit peu de jardinage à Tampoui. Ils faisaient du jardinage... conventionnel avec chimie et tout, comme on fait autour de Ouaga, quoi. Et il a rencontré... Et il a rencontré des mecs de Terre et Humanisme. Il a eu des stages. Terre et Humanisme l'a même envoyé jusqu'à Cuba pour se spécialiser sur des tas de techniques agroécologiques, en particulier sur les organismes micro-efficaces. Tous les bio-intrants, quoi. Et il a créé cette ferme-école
depuis 2016, je crois qu'ils ont créé la structure. Et Razak, c'est son fils. Ces trucs-là, ouais. Il sait les mélanges de choses pour faire la vidéo, elle est sur le site. Oui. Voilà. C'est vraiment super parce que nous, on se bat depuis plusieurs années à essayer de faire un jardin pour les écoles. Et en fin de compte, quand j'y suis allée au mois d'août, je me suis rendu compte que c'était les enseignants qui avaient piqué la totalité de notre jardin pour faire leur culture. Et donc, bon, ça fait rien, comme des gens qui mangent. Oui. Mais, qui ne vendent pas. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que, est-ce que là, vous prenez des gens et vous allez les former, est-ce qu'on peut avoir un diagnostic, c'est-à-dire, nous, notre projet, c'est effectivement de faire ce jardin. Moi, j'avais dit, j'attends dans 2 ans, je suis en retraite, je vais l'habiter là-bas avec mon mari, donc du coup, il n'y a pas de problème, je gérerai le projet. Mais ce que je voulais, c'était qu'il y ait quelqu'un qui vienne après les enseignants, leur expliquer, voilà, avec le jardin, comment ils pourraient participer. Parce que si on n'arrive pas, les enseignants, vous savez bien qu'ils sont là, quand ils sont dans un village paumé comme le nôtre, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partir, et donc les projets, ça n'avance pas. L'association des parents d'élèves, j'ai demandé et j'ai dit, il faudrait se former ces gens-là, pour que derrière, c'est eux qui prennent en charge le projet et qui comprennent, parce que ça fait 2 fois qu'on fait la clôture, ça commence à nous coûter cher. Je me dis, oui, parce qu'au début, ils ont piqué les piquets, et puis après, ils nous ont piqué le barbelé, et puis après, ils nous ont piqué les poteaux en fer. Donc, c'était drôlement bien, parce qu'on n'est pas là. Donc, et l'objectif, et en plus, on a fait un forage juste à côté, et on avait prévu de mettre un bout à bout, donc on a un peu le temps, parce qu'on a tout. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on aille convaincre les gens sur place. Parce qu'à quoi ça sert notre inquiétude, c'est de dire les envoyer en formation, c'est bien bon. Mais quand ils vont venir sur le terrain, si on n'arrive pas à convaincre un minimum de personnes, ils n'arriveront pas à monter leur projet. Donc, comment est-ce que vous avez prévu ça? Alors, là, pas tellement, mais après, c'est chaque association qui va gérer la continuité de projet. Nous, ce qu'on offre pour l'instant, c'est soit des livraisons en semences, soit de la formation de base, avec des formations de base qui peuvent aller jusqu'à un temps relativement long. Après, nous, on a commencé à travailler avec Béonéré sur un projet de jardin scolaire qui fonctionne encore, sur une école de Ouaga. Et les parents d'élèves ont été associés avec les instituteurs et les élèves. Alors, c'est un peu particulier parce que comme c'est dans une école qui ressort de l'initiative privée, comme beaucoup d'écoles au Burkina, le corps enseignant, il est beaucoup plus fixe que dans les écoles publiques. Où les écoles publiques, surtout dès qu'on est en brousse, ça bouge beaucoup, quoi. Et nous, on avait eu des expériences de jardins scolaires qui ont foiré dans des expériences précédentes parce que l'institut partait, parce que tout d'un coup, plus personne s'en occupait, etc. L'important, c'est ça, plus du suivi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, par exemple, il y a eu une formation de base sur le jardin scolaire. Et puis après, ce qu'on a payé, c'est des visites de suivi pour que les formateurs de Béonéré viennent de temps en temps rencontrer les instituts, les trucs, etc. Comme vous êtes de Ouaga, tout de même, c'est eux qui sont là. Peut-être qu'ils connaissent ce qui s'appelle là des formateurs endogènes ou des choses comme ça, quoi. Ils vont former, qui sont déjà bien formés, qui pourraient peut-être, ça, il sera les pays, hein, parce qu'ils viendraient peut-être faire des suivis. Ouais. En se déplaçant, on est beaucoup moins loin. Ça, je pense que c'est important. On a développé avec eux aussi un jardin de femmes dans la banlieue de Ouaga. Et en fait, le suivi, on a financé 4 ans de suivi. Aujourd'hui, elles sont à peu près autonomes. Aujourd'hui, elles savent fabriquer leurs bidons intrants, elles savent fabriquer leurs trucs, elles commencent à avoir des stratégies de vente un petit peu. Donc ça, voilà. Mais c'est sûr que si on n'accompagne pas, l'investissement ne suffit pas. L'investissement de départ, mettre des piquets, même la formation, elle peut ne pas suffire si elle n'est pas articulée sur un suivi, je pense. Après, nous, ce qu'on propose dans le financement, c'est un pied à l'étrier, quoi. Et voilà, on vous propose ce packaging-là.
Après, ça ne veut pas dire que le succès sera au rendez-vous. Mais comme ils travaillent beaucoup, vraiment, il faut vraiment de la formation de machin, c'est fort possible. Et ça, il faudra les contacter eux. Et ils ont des contacts avec les chambres d'agriculture. Alors, des contacts avec les chambres d'agriculture, pour l'instant, c'est assez hermétique encore. Hein. Le milieu de l'agroécologie commence à se développer, mais il y a de plus en plus des formateurs du Matroco qui viennent. Il commence à y avoir une ouverture d'esprit du ministère de l'Agriculture sur les thématiques agroécologiques. Là, le contrat qu'ils sont en train de signer pour former 30 jeunes, c'est un contrat qui est signé avec l'État burkinabé, quoi. Pour faire des conseillers agricoles. Pour faire des conseillers agricoles qui seraient formés sur 3 ans. Nous, on a affaire dans un village où c'est des gens qui veulent passer le conseiller, alors qu'on voudrait… Je sais que le temps est limité. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont par visio? Levez la main virtuellement si vous avez une question. S'il n'y a pas de questions, on va être obligé de clore là, parce que sinon après on est viré un coup de pied dans les fesses. Moi, je voulais intervenir sur leur projet à eux. Il y a une question là. Il y a un monsieur là. Allez-y, posez votre question, M. Bas. J'ai coupé le son. On ne vous entend pas. Votre micro est éteint. Il faut que vous rallumiez votre micro. Oui, bonjour, rebonjour. Merci pour tous ces exposés qui sont fort intéressants. Mais j'aurais voulu qu'on reparle de l'aspect sécuritaire avant de fermer la séance, si c'était possible. Précisément, moi, je suis prêt pour le financement aujourd'hui des réalisations de forage et d'adduction d'eau sur un village. J'ai aujourd'hui tout le dossier qui est prêt. Ma question, à quel moment on va pouvoir lancer les opérations avec plus de sécurité? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut remettre ça à très longtemps, d'après vous? Est-ce qu'on peut envisager de lancer une opération dans la situation actuelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est difficile. Enfin, je pense que c'est difficile de répondre parce qu'actuellement, je pense qu'il n'y a personne qui a Ça dépend du lieu. Nous, on va à Ouaga sans problème. Oui. Et à Koudougou. Et c'est où vous voulez le faire? Moi, c'est à Zéguédéguin, c'est dans la province de Nametenga. Ouais. C'est où? Nametenga, c'est autour de Kaya. Ah oui. C'est un peu plus au sud de Kaya. Au sud. Ah oui, Ouais, c'est la zone de Boulsa, non? Je connais, oui. Ah oui, je vois. C'est l'association. Oui. Je connais, ouais. On le sait. Après, c'est une association, une entreprise au Burkina qui veut bien y aller. Ben, disons que j'ai discuté tout à l'heure encore avec l'entreprise. Il pense que ça ne devrait pas tarder qu'on puisse travailler, mais il attend un peu plus de précision des autorités, quoi. Ah oui. Après, vous risquez rien de demander à l'ambassade de France ce qu'ils en pensent, mais en général, ils sont… Répétez, s'il vous plaît, j'ai pas bien entendu. Non, ce que Eric Monet disait, c'était qu'on peut toujours risquer de demander à l'ambassade de France un conseil sur la localisation Ah oui, d'accord. C'est une association du Résil qui travaille près de Kaya. Tu sais. Non, l'association là-bas, c'est Langtaba, hein, et moi je suis Étincelle Ensemble. Étincelle Ensemble, ouais. Bonjour, monsieur Bach. Bonjour, merci. J'ai reconnu votre voix, mais je ne vous vois pas en photo. Bon, écoutez, je ne vais pas arrêter le discours, tout ceci est intéressant, mais tant qu'on n'aura pas réalisé ces fondamentaux de l'eau, on pourra voir les choses après avec beaucoup plus d'intérêt, mais sans eau, on ne peut rien faire. Nous, on intervient, c'est peut-être pas le temps de… Oui, et sa question, c'est est-ce que c'est vous qui craignez ou est-ce que, parce que vous faites que financer, c'est que les gens de là-bas Moi, j'apporte l'argent, enfin, nous apportons l'argent nécessaire, le projet est calé, le programme, les conventions sont signées, j'ai plus qu'à faire les levées de fonds et lancer les opérations, mais j'attends que là-bas, ils se décident de démarrer en toute sécurité pour nous, parce que je ne voudrais pas commencer et puis abandonner le dossier au milieu, parce que j'ai des engagements vis-à-vis des bailleurs. Oui, mais les gens de là-bas, ils disent quoi?
Ils attendent des informations pour l'heure. Ils voient que les choses s'améliorent, mais ils sont à la recherche d'informations auprès des autorités de la région ou des autorités locales. N'est-ce pas? Ils disent que la situation devrait s'améliorer vu les renseignements qu'ils obtiennent, mais il est évident que pour moi, le risque, on ne va pas lancer quelque chose au risque de s'arrêter au milieu. Hein. Oui, c'est pourquoi ça serait, c'est pas la première fois, ça serait bien que quelqu'un de GESCOD, excuse-moi, qu'il y ait quelqu'un de permanent. Qui vont faire le Oui, ils font un forage, forage. Oui. qui se posent des questions, ou c'est les Français qui financent qui se posent des questions? Je pense qu'on ne va pas pouvoir Non, faire on va un s'arrêter. débat. Non, Je mais rentre en contact avec GESCOD. on aboutit au fait que ça serait bien que le GESCOD, il ait un permanent, quelqu'un qui puisse travailler là-bas, de même qu'on a à Douala, au Bénin. Non, le problème, c'est qu'il faut des financements. Oui, mais. Pas de financement. Non, ben, bon. Il ne faut pas se cacher que le permanent lui-même, il est un local, oui. Il y a juste Ibrahima qui souhaitait poser une question. Non, j'ai juste posé. Vas-y, Ibra, tu peux poser ta question. Ibra. Bonsoir. 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 Je me nomme Ibrahima Zerbo. Je bosse pour le GRET. C'est la même ONG hein, dont Hervé Laflotte a fait cas tout à l'heure. Et je travaille notamment sur les sujets en lien avec l'agroécologie, le conseil agricole. Voilà. Pardon, là, je suis en télétravail à la maison. Il y a le petit à côté qui... Voilà. Alors, déjà, juste à la suite vraiment hein, de cette présentation, notamment autour de semences, c'est un sujet sur lequel je travaille un petit peu au Burkina. Après, donc, je suis allé au Mali, Mauritanie, Sénégal. Mais je pense que c'est un sujet assez important qui mérite quand même, voilà, certainement, hein, de l'accompagnement des différents acteurs, que ce soit donc des associations de solidarité internationale et aussi les acteurs locaux. Et donc, du coup, moi, ça m'amène à poser une des questions, c'est quelle place notamment des acteurs locaux aussi dans un dispositif pareil, parce qu'on sait qu'il y a des initiatives qui sont aussi portées par des associations au niveau Burkina et au niveau ouest africain. Je vais notamment parler du comité ouest africain de semences paysannes, qui porte quand même hein, des chantiers, notamment la foire de semences paysannes qui se tient en gros chaque année. La dernière fois, c'était au Burkina et la prochaine fois, c'est du 9 au 11, je pense, mars 2023, là, qui va se tenir notamment au Bénin, où plusieurs acteurs ouest-africains vont se retrouver pour échanger autour des questions de semences paysannes et échanger aussi des semences paysannes entre elles qui aussi répondent à un certain nombre de critères géographiques, parce qu'une semence qui marche au Burkina, ce n'est pas évident que la même semence va peut-être bien marcher ou en tout cas être à son optimum de production en France ou en Belgique ou voilà, je ne sais où. Bref, vraiment, essayer de comprendre vraiment quelle place des acteurs locaux, des initiatives portées par les acteurs locaux dans un projet pareil, ça peut être assez intéressant. Et aussi dire que quelle démarche une autre question, et quelle démarche est initiée aussi au niveau pays, auprès des organisations, notamment burkinabées, ou aussi des acteurs publics, hein, sur la question des semences, parce que vous parlez tantôt de SPG porté par Senabio, oui, un label assez intéressant. Il y a des initiatives quand même portées par ces organisations au niveau local, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent contribuer ou pas, ou même des projets qui sont portés par des ONG internationales, françaises ou belges, hein, qui travaillent notamment sur la question de l'agroécologie et de l'accès aux intrants. Je donne juste un cas assez rapidement comme ça. Par exemple, TreeAid qui vient de décrocher un projet qui va même toucher notamment cette zone. Un projet financé par la coopération belge, qui va financer des activités notamment en lien avec la question de l'accès aux semences dans 3 régions, qui va couvrir la zone de Rumtenga dont vous faisiez cas. Voilà. Quelle contribution aussi de projets portés notamment au niveau du Burkina, quoi. Une autre
une autre remarque, vous l'avez dit au début, je veux parler un petit peu du SPG. Très bien, parce que on a quand même des soucis, notamment avec parfois avec les certifications relevant d'éco-certes dans certains de nos pays. Je parle en tant que Burkinabé et je parle parce que je travaille quand même pour le GRET qui soutient beaucoup l'agriculture familiale. On est avec des petits producteurs et quand on mobilise des grosses institutions comme EcoCert derrière, parfois les petites exploitations agricoles ne s'en sortent pas. Donc voilà, moi je trouve que le label SPG, c'est un label assez original, porté par les acteurs locaux, c'est ça qui est important à préciser. C'est porté par les acteurs locaux, il n'y a pas d'acteurs externes qui interviennent dans le dispositif de certification. Voilà, moi je trouve ça assez important. Si on arrive à mettre ça en place dans la question des semences paysannes, c'est initié aussi au Mali, hein, les mêmes types d'activités, certification SPG, en lien avec les questions de semences paysannes. C'est assez nouveau, mais je pense que bon, ça peut être intéressant aussi d'avoir des échanges comme ça, notamment dans un cadre global comme le comité ouest africain de semences paysannes. On va pas pouvoir te répondre en détail, mais je vais prendre ton mail et je vais communiquer avec toi sur toutes les questions que tu te poses sur le rôle des acteurs locaux dans le projet. Il n'y a pas de souci. Et cette conversation, ce serait bien de pouvoir la rajouter dans le compte. Oui. Parce qu'on est désolé, on est obligé de sortir parce que la salle après est fermée et on va dormir. Ah, ouais. Mais ce serait bien que vous continuiez à converser, que du coup ces éléments-là soient remis dans le compte rendu. Oui. Désolé J'ai ton adresse, on communique et on oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Okay. Allez. Je vais juste finir sur le projet là, de ces semences, parce que quand on avait eu au dernier marché du monde solidaire, il y avait des gens, il y avait des associations qui craignaient justement de retourner au Burkina, qui arrêtaient leur projet. Et peut-être que des projets comme ça, là, qui sont... je veux dire que c'est un petit projet, hein, mais qui peut avoir une grande ambition. Et ben voilà, c'est peut-être que des associations qui peuvent plus intervenir parce qu'elles sont dans des secteurs difficiles, et ben peut-être peuvent se mettre justement avec une association comme Mille-Écoles pour dire ben voilà, si on avait un budget, ben on les aide, et peut-être qu'à un moment ça va pouvoir être réutilisé quand ça va s'améliorer. Mais surtout rejaillir sur des endroits où ils allaient avant. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être ces gens-là, les gens avec qui ils ont des liens, mais chez qui ils vont plus, qui vont pouvoir peut-être bénéficier de... Donc voilà, c'est intéressant. On vous remercie tous d'être venus. Désolé que ça se termine. J'avais juste profité là, encore 30 secondes, parce qu'il y a plus de mois, le projet que vous voulez faire là de... Eh ben, c'est-à-dire que vous vous mettez ensemble, enfin qu'il y a 3-4 associations qui se mettent ensemble pour faire une petite fête sur le Burkina. Voilà. Toujours organisé au mois de novembre l'année prochaine, c'est avec les semaines au mois de juin 2023 et 2024, une manifestation culturelle et artisanale. Et on va, les associations burkinabées, deux associations burkinabées, effectivement, une association du Belge, une association du Bénin, une association sur la masse, on veut se mettre culturel sur, voilà, on trouvera toutes les informations dans le projet. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y a des gens qui se mobilisent ici aussi. Et si on ne peut pas toujours faire des choses là-haut, on peut se mobiliser ici pour faire un petit peu. Alors, bonsoir. C'est moins de toute façon, mais c'est un début. Bonsoir, à bientôt. Bonsoir, on vous envoie tous les éléments. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.